donner le mot d'introduction, pour un peu présenter le contexte et l'objectif de ce webinaire. Comme vous le savez, pour le contexte, euh, le Cybermois, c'est un mois qui est célébré en Europe dans le cadre de la sensibilisation sur la sécurité numérique, dénommée Cybermois, qui se déroule au mois d'octobre. C'est une campagne qui consiste à multiplier les initiatives de communication et de sensibilisation en vue de faire progresser un peu la culture cybersécurité tout au long du mois. Donc, Gaïndé 2000 étant certifié ISO 27001 a adopté ce programme de cybermois afin en interne d'organiser des événements qui consistent aussi à sensibiliser son personnel sur tous les sujets qui touchent la cybersécurité. C'est dans ce contexte que chaque année, nous organisons un webinaire avec la participation de nos partenaires, notamment la CDP, qui est chaque année invitée à participer à ce webinaire et à partager avec nous euh, ses expériences, étant l'autorité de régulation à tout ce qui touche les données à caractère personnel. À cette occasion aussi, nous faisons appel à d'autres partenaires experts dans le domaine selon le sujet choisi. Cette année, le thème du webinaire s'articule autour de l'évolution des menaces cyber à l'ère de l'intelligence artificielle générative, l'IA générative. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sujet car nous avons des experts qui vont s'en occuper. Après maintenant ce mot d'ouverture, je dirais un peu, je vais terminer juste par l'objectif attendu derrière ce webinaire. Aujourd'hui, Gaïndé 2000 compte énormément à sensibiliser le personnel, à les informer afin de les conscientiser sur l'enjeu des menaces cyber, car nous évoluons dans un domaine où la technologie évolue et il faudra s'adapter, mais aussi essayer de comprendre ces évolutions-là, comment nous allons les intégrer dans nos activités de tous les jours, afin, à notre niveau, d'améliorer notre niveau de connaissance en matière de menaces cyber, de promouvoir en interne la culture sécurité à tous les niveaux, mais aussi de pouvoir anticiper, prévenir et limiter les risques liés à cette évolution technologique. Durant ce webinaire, nous aurons vraiment la participation des experts que je vais juste présenter par leur nom et le reste, Madame Touré, modératrice, va s'en occuper sur leur profil. Nous aurons la participation de Monsieur Abdul Kandé, représentant de la CDP, et du docteur Mohamedou Lo, docteur en droit, qui est aussi un partenaire. Et je tiens aussi à vous informer que Mohamed Diouf, notre collègue qui devait faire partie des animateurs, ne pourra pas participer à cause d'un décalage horaire qui ne joue pas en sa faveur, puisqu'il n'est pas au Sénégal actuellement. Voici le mot d'introduction. Je laisse à Madame Touré, modératrice, de pouvoir présenter un peu le thème et les différents animateurs, les différents intervenants. Voilà, Madame Touré, vous avez la parole.
Merci. Super. Eh ben, merci beaucoup, Bakary Badji, pour cette introduction. Et merci beaucoup pour l'invitation. Euh, pour me présenter rapidement, donc, je suis Maguette Touré, CTO de Databiz. Databiz qui est une société de consulting et de formation spécialisée dans l'IA et dans la data. Nous formons des data scientists, des data engineers, des data analysts et nous offrons aussi des formations de vulgarisation de l'IA, voilà, des formations de vulgarisation autour de l'utilisation de la donnée. Du coup, merci beaucoup, Gaïné 2000, encore une fois, pour cette invitation. Et du coup, pour ce webinaire aujourd'hui qui est autour, qui est autour du coup des défis de la cybersécurité dans le contexte de l'IA générative. Donc, comme du coup, Bakary, tu le disais, donc on a un panel d'invités alors, on a malheureusement du coup Monsieur Diouf qui ne peut pas se joindre à nous, mais du coup, alors Abdul Kandé, si vous êtes là avec nous, je vais vous laisser vous présenter et dire, voilà, et nous présenter votre rôle et ce que vous faites et puis ce que vous pensez du coup ce que vous pensez de ce webinaire pour introduire. Voilà. Oui, alors, merci à vous, Madame Touré. Merci à Monsieur Babadji. Donc, je me présente, je m'appelle Abdul Kandé, directeur de la technologie, de l'innovation et du contrôle au sein de la commission de protection des données à caractère personnel. Donc, je vous remercie pour votre invitation à participer à ce webinaire. Donc, je pense que comme vous l'avez dit, en tant que représentant de l'autorité de protection des données personnelles, ce sujet est vraiment à cœur de nos Mhm. préoccupations. Donc, l'interconnexion entre les menaces cyber et la protection des données. Donc, nécessite pour nous une vigilance de la part de nos autorités. Donc, je pense que c'est un thème qui est vraiment important et on espère à la fin avoir en tout cas l'ensemble des inputs qui nous permettront dans l'avenir de mieux prendre en charge cette évolution de l'IA générative. Super, super. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Kandé, pour votre introduction. Alors, j'ai hâte du coup de discuter un peu de ce sujet avec vous et puis j'ai quelques questions pour vous. Donc, eh ben, restez avec nous. Pour ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions, voilà, que vous voulez demander à moi ou aux invités. Et je pense qu'on a aussi docteur Mohamedou Lo, docteur en droit. Donc, Monsieur Lo, si vous êtes avec nous, je vais vous laisser vous présenter et nous dire aussi quelques mots sur sur ce thème. Bonjour à tous. Très heureux, Madame Touré. Je remercie Gaïndé 2000 de m'avoir associé à ce webinaire. Je m'appelle Dr Mohamedou Lo, je suis juriste droit du numérique, présentement secrétaire général de Sénégal numérique et dans une vie antérieure, président de la commission des données personnelles du Sénégal. Le thème est d'actualité et je félicite Gaïndé 2000 d'avoir choisi un tel sujet parce qu'aujourd'hui, l'IA, de manière générale, constitue la préoccupation de tout le monde. Quel est notre avenir dans l'IA où nous sommes des utilisateurs, mais également où nous risquons également d'être des victimes. Donc, choisir l'IA aujourd'hui, vraiment, c'est la bonne décision. Donc, ce sera avec plaisir de partager une petite expérience, une toute petite expérience à la matière pendant ces 2 heures qui vont nous réunir. Merci beaucoup, Madame Touré.
Ne soyez pas monsieur modeste. Voilà, on sait que vous êtes l'un des premiers experts du droit numérique au Sénégal et je pense que vous pouvez partager énormément de choses très passionnantes avec nous aujourd'hui. Et du coup, sans plus tarder, ce que je vous propose pour ce programme, c'est avant tout, eh bien, qu'on s'entende sur les termes. Donc, qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'IA générative? Et aussi, qu'est-ce que c'est dans le cadre de la cybersécurité? Donc, on va voir des exemples. N'hésitez pas, du coup, chers invités, Monsieur Condé, Monsieur Lo, on nous en donné aussi, si vous en avez. Pour les participants dans le chat, n'hésitez pas aussi si vous avez des exemples que vous avez en tête et que vous voulez nous partager. Et on va aussi discuter des menaces qui sont exploitables et du coup de la façon dont on pourrait les gérer, notamment avec les recommandations de M. Condé et de M. Lo. Du coup, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif. Qu'est-ce que l'IA? Est-ce que déjà, alors certains d'entre vous ont encore du mal à bien définir ou à savoir ce que c'est que l'IA? Dites-moi un peu dans le chat pour que je puisse un peu voir, mesurer. Est-ce que du coup, pour certains, bah, c'est un sujet totalement flou et du coup, ils ne sauraient pas dire ce que c'est? Je vais ouvrir un peu le chat pour voir. Non, pas de message. N'hésitez pas hein, à réagir. Donc, ce webinaire et ce sujet est pour vous. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à réagir au fur et à mesure. Alors, du coup, comme définition de l'IA, eh ben, l'IA, sachez que c'est un large domaine. Donc, ça regroupe énormément de choses. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif de l'IA est de simuler l'intelligence humaine. Et dans le cadre de la cybersécurité, eh ben, il y a plusieurs cas d'application. Alors, des malveillants pourraient du coup attaquer en utilisant l'IA via des bots, par exemple, ben, en testant des identifiants et des mots de passe qui sont volés, par exemple. Voilà, et puis en essayant du coup d'aller chercher ça un peu de façon automatique et de façon réfléchie. Donc ça, du coup, c'est du côté un peu attaque et du côté défense, eh ben, il y a là aussi des exemples d'application de l'IA. Certains, du coup, que vous utilisez peut-être même sans le savoir, parce que du coup, pas mal de services de messagerie ont en fait ces IA-là pour détecter des emails d'hameçonnage ou de phishing. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle parfois ben, des spams. Voilà, donc si vous utilisez Gmail, par exemple, ou Outlook, voilà, eh ben, il y a de fortes chances qu'il y ait des IA derrière pour pouvoir détecter est-ce qu'en fait un email est de l'hameçonnage ou du phishing. Mais sachez que les méthodes un peu pour les générer s'updatent tellement que chacun aussi doit être alerte et chacun doit faire attention, même si du coup ces solutions existent. Et du coup, comment ces solutions sont créées avec l'IA? Eh bien, en fait, l'IA utilise un principe d'apprentissage automatique et en fait apprend en se basant sur des exemples. Donc, par exemple, l'IA apprend quel est un contenu safe ou bien quel est un contenu qui pourrait correspondre à du phishing en ayant plusieurs exemples, voilà, plusieurs mails, par exemple, dont les contenus sont OK, et en fait, d'autres mails où les contenus sont clairement malicieux. Voilà, et souvent, c'est quand on a un peu un sentiment d'urgence pour encourager les gens à prendre des actions rapidement sans réfléchir, leur proposer de l'argent ou les menacer. Voilà, c'est beaucoup de cas d'hameçonnage. Mais du coup, ces techniques-là évoluent et les IA aussi permettent de prendre en compte automatiquement ces évolutions en se basant du coup sur des exemples. Du coup, sur ce cas-là, donc pour déjà recentrer le débat et se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'IA avant de rentrer dans l'IA générative, qui est une sous-partie de l'IA, est-ce que du coup, pour cette partie-là,
Alors, mes chers invités, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des exemples de cas d'application que vous voyez ou que vous utilisez même? Donc, Monsieur Condé, Monsieur Lo, n'hésitez pas. OK. Merci beaucoup, Madame Touré. Comme vous l'avez si bien dit, hein, l'IA, c'est une nouveauté. Elle est devenue quelque chose qui s'impose à tout le monde aujourd'hui, même sans le savoir. Tout à Et fait. certaines applications, il y a toujours l'IA derrière, mais ce n'est pas quelque chose qu'on écrit. L'IA, ce n'est pas un produit qu'on achète au marché où derrière, vous avez les ingrédients. Donc, beaucoup d'applications aujourd'hui tournent autour de l'IA. Mais permettez-moi, Madame Touré, pour camper le sujet relatif au concept, de faire un peu l'historique, pas de l'IA, mais l'historique parce que le thème, c'est les menaces cyber à l'ère de l'IA générative. Donc, il y a un process, il y a une procédure qui s'est déroulée jusqu'à présent. Parce qu'avant, on était omnibulé par la cybercriminalité. Et après, on s'est posé la question par rapport à la cybersécurité. Et à part de ces deux notions-là, c'est là où l'IA est intervenue. Parce que comme vous le savez, en matière de cybercriminalité, tout comme en matière de cybersécurité, il y a deux camps qui s'opposent, comme dans un match de football ou bien dans un match de basket. C'est les défenseurs et les attaquants. Les défenseurs travaillent pour protéger le système d'information et les données sensibles des entreprises. Alors que les attaquants, c'est-à-dire les cybercriminels, cherchent à exploiter les failles de ces systèmes. Tout à fait. Donc, aussi bien pour les défenseurs que pour les attaquants, chacun cherche à profiter de l'évolution technologique. C'est là où intervient l'IA. Je parle de l'IA, je n'ai pas encore parlé de l'IA génératif. Dont on va parler dans juste quelques minutes. Après, ouais. Donc, l'IA est venue offrir des potentialités aux cybercriminels, mais également à ceux qui veulent préserver le système d'information et leurs données sensibles. Donc, camper comme ça, nos collègues qui nous suivent pourront savoir que cette évolution-là, il y a une évolution derrière l'IA. Donc, aujourd'hui, on est dans le monde de l'IA tout court, mais avec des sous-composantes. Et l'IA générative en fait partie. Donc, je crois que sur ce premier point, voilà ce que je voulais dire par rapport aux définitions des concepts. Je laisse la parole à M. Kandé, que j'avais oublié de saluer. M. Abdou, ça va? Ça va bien, docteur. Bon, je pense que vous avez vraiment défini l'IA. Comme l'expert docteur Lo a su bien le dire, on avait vraiment ce que j'appelle l'IA traditionnelle. Donc, Madame Touré a donné l'exemple. Donc, c'était vraiment une machine, peut-être un software, un logiciel, une application qui était bien définie pour une tâche spécifique. C'est-à-dire, on t'apprend à faire du donc, dès lors qu'on te donne l'ensemble des ingrédients, tu sauras que faire du tchétchéboudian. Donc, l'exemple, c'est de capable de reconnaître des spams ou bien de pouvoir, par exemple, pour des transactions financières, de pouvoir dire que est-ce que cette transaction elle est frauduleuse ou pas. Donc, je pense qu'on on a commencé à l'utiliser sur l'espace cyber aux alentours vraiment de 2017, 2016. Peut-être on pourrait donner l'exemple des algorithmes machine learning qui ont maintenant commencé à optimiser des campagnes de phishing.
Donc, et permettent aussi d'automatiser certaines découvertes de vulnérabilité. C'est-à-dire, ce n'est plus maintenant une personne qui est là à surveiller le réseau, ou bien à surveiller toutes les requêtes qui entrent et qui sortent. Il y a une IA qui est derrière qui permet de découvrir certaines vulnérabilités. Et ce qui est dangereux peut-être, c'est que ce même IA-là pourrait être capable aussi de contourner certains systèmes. On sait tous qu'il y a sur les réseaux, ils mettent ce qu'on appelle des IDS, c'est-à-dire des Intrusion Detection Systems. Donc, ces systèmes IA-là peuvent être capables de détecter cela. Donc, c'est vraiment avant d'arriver à cette IA générative dont on va pas parler. Donc, l'IA traditionnelle, que je ne vais pas dire l'IA simple, déjà est capable de faire beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, alors, si je vais rajouter quelques éléments à cela, donc l'IA traditionnelle qui existe depuis très longtemps, hein, voilà, ben, depuis plus d'une trentaine d'années, elle se basait notamment sur des règles. Donc, comme vous avez bien utilisé là cet exemple du Thieboudian, donc on lui dit alors, des messages de phishing devraient un peu ressembler à ça et du coup, il le détecte. Et les IA modernes qui se basent un peu sur cette technologie-là de machine learning ou d'apprentissage automatique se basent sur des exemples. Donc, il y a votre collègue qui vous dit que, ah, attention, ce mail-là, il me paraît suspect, je vais le mettre dans les spams. Et en fait, le même mail, parce que bon, ceux qui font du phishing et attaquent, ils envoient un peu, ils propagent un peu en masse. Alors, si en fait quelques-uns, par exemple dans le réseau Google, alors mettent en fait des mails dans le spam, automatiquement, en fait, il y a des calculs qui se font et une IA, du coup, qui est capable d'apprendre de cela et de se dire, ah, oui, donc là, en fait, je revois des nouveaux patterns un peu de spam. Et en fait, ces exemples-là de mails, ce sont aussi des spams. Donc, la prochaine fois que j'en reçois, ou alors, en fait, pour les autres qui ne l'ont pas encore reçu, et ben, en fait, dès qu'ils vont le recevoir, je vais un peu le classer en spam. Du coup, ça, c'est un peu le système d'apprentissage automatique. Et du coup, sans plus tarder, eh ben, on va en venir à l'IA générative, donc dans le contexte toujours de la cybersécurité. Et l'IA générative, c'est un sous-domaine de l'IA et son but, c'est de générer. Donc, comme son nom l'indique, son but est de générer du contenu, que ce soit du contenu textuel, du contenu audio, des images ou des vidéos. Et en exemple d'application, que ce soit pour les attaquants ou pour les défenseurs, du coup, ben, comme M. Lo vous en parliez, voilà, donc il y a pour les attaquants, en fait, il y a énormément de possibilités de génération de mails, de phishing automatique qui vont permettre en plus maintenant, grâce à l'IA, eh ben, d'aller plus finement en le personnalisant, en ciblant bien, du coup, sur ce qui intéresse les gens, c'est à quoi ils vont être plus sensibles, en apprenant un peu de leurs habitudes. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant le deepfake, qui permet en fait de générer notamment des images qui sont très proches de la réalité. Donc, on peut générer une image d'une personnalité connue sur une photo et en fait, on aurait l'impression que c'est une vraie photo prise, alors que du coup, ce n'est pas réel. Et du coup, du côté des défenseurs, et ben, là, on peut générer des attaques sophistiquées, mais en fait, pour se protéger. Donc, on détecte ces attaques-là pour trouver des moyens pour les contrer et aussi pour sensibiliser en fait les gens d'une entreprise. Donc, il y a par exemple une solution qui s'appelle DeepLocker qui fait justement ça et qui utilise des IA et notamment des IA génératives pour ça. Et pour aller aussi dans le fond et vous donner un peu une idée sur comment marche l'IA générative, eh bien, sachez que l'IA générative, par exemple, pour le texte, c'est un modèle, un algorithme qui a appris en essayant de prédire le prochain mot d'une phrase. D'accord? Donc, et en fait, il a utilisé un peu comme base d'apprentissage quasiment
quasiment tout le contenu d'Internet, des livres numérisés, donc énormément de quantité de données. Et ça, du coup, ça lui permet d'être assez logique, assez cohérent. Et en fait, pour vous donner un exemple, donc quand il essaie d'apprendre, quand on commence à lui donner un peu un début de phrase, donc j'aime manger, il fait en fait plein de calculs et se dit que bah, probablement un mot qu'il devrait pouvoir suivre, c'est des ou les ou un, etc. Et en fait, il choisit le premier. Voilà, et du coup, et puis lui-même, du coup, il peut l'ajouter et dire j'aime manger des, qu'est-ce qui peut ensuite venir? Par exemple, pizza, j'aime manger des pizzas, ensuite, qu'est-ce qui pourrait venir? Reine, etc. Et sachez que l'IA générative, quand vous l'utilisez pour le texte, ce n'est pas quelque chose qui va quelque part vous chercher la vérité. En fait, c'est quelque chose qui a été entraîné pour répondre de façon cohérente à une demande que vous lui envoyez. Donc, faites très attention, utilisez-le toujours avec esprit critique. Voilà, il est très bien. C'est comme un assistant alors que vous avez avec vous, mais gardez toujours l'esprit critique, allez vérifier s'il le faut et en fait, ne l'utilisez pas aveuglément, mais quand même utilisez-le parce qu'il vous permet d'être plus productif. Et en fait, voilà, donc il vous permet aussi, sur le côté défense, du coup, aussi, dans le cadre de la cybersécurité, eh bien, de pouvoir avoir un peu une réponse ou bien d'avoir des solutions qui proposent des réponses. Et comme exemple, eh ben, il y a ChatGPT. Est-ce que du coup, chers invités, M. Condé, M. Lo, vous utilisez ChatGPT? Moi, personnellement, non. D'accord. Là, du coup, c'est M. Lo, c'est ça? C'est monsieur. Je disais personnellement, je ne l'utilise pas D'accord. pour l'instant, parce qu'avec Pour l'évolution, l'instant. on ne sait jamais. Demain, ça chose qui D'accord. sera incontournable pour tout le monde. Mais pour l'instant, non. Et j'ai une question sur le chat aussi. Oui, allez-y. Non, je laisse Kandé répondre avant d'aborder la question sur le chat. D'accord. Alors, bon, moi à mon niveau, en tant qu'ingénieur d'une part, je l'utilise à deux niveaux. Au niveau basse couche, c'est-à-dire au niveau des API d'OpenAI pour gérer des modèles large language models ou bien pour des tâches de RAG, de Retrieval Augmented Generative. Et au niveau UI, donc j'utilise quand même pratiquement les outils IA que vous avez même listés, que ce soit Ideogram D'accord. Ideogram ou Eleven Labs. Eleven Labs pour les sons et tout. Ouais. D'accord, d'accord. Et du coup, par rapport à ça, en fait, Ideogram, c'est un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour générer des images et les images sont très réalistes. Vous pouvez mettre, créez-moi une photo avec, je ne sais pas, Nelson Mandela qui boit un café à Dakar. Et en fait, il vous générera une image qui est très cohérente, qui peut être très, très proche de la réalité. Eleven Labs génère de la voix, donc vous lui écrivez un texte et du coup, il vous génère le son qui va avec des voix que vous choisissez. Ou bien alors, vous pouvez aussi cloner votre voix dans la version payante. Et là aussi, donc attention, il y a des risques parce que du coup, des personnes malveillantes pourraient venir utiliser un peu la voix de Monsieur Lo, par exemple, ou de Monsieur Condé, alors qu'ils auront eu, grâce à ce webinaire, par exemple, pour créer un peu leur voix qui est proche, pour envoyer un message, par exemple, à un collègue et lui dire, oui, fais très vite le paiement pour, je ne sais pas, Sonatel, on va être coupé demain sinon. Voilà, donc c'est des exemples. Et du coup, je pense que Monsieur Lo, vous aviez une question. J'ai vu sur le chat, merci à l'auteur, je crois que c'est Aïssatou,
Pouvez-vous revenir, Dr. Lo, pouvez-vous revenir sur quelles sont les différentes menaces de cyberattaque et les dispositions réglementaires mises en place au Sénégal? Merci beaucoup. Les menaces, hein, on va lister 4 ou 5 menaces, il y en a beaucoup en matière de l'IA. L'une des premières menaces, c'est la collecte et l'obtention d'informations. Sur l'IA, c'est très facile de collecter et de disposer d'un jugement d'information. L'IA générative a la capacité de rechercher et de résumer une quantité importante d'informations, imaginable. C'est ça, ça c'est la force de l'IA générative. Comme l'a dit tout à l'heure Mme Touré, aujourd'hui, on peut dire que l'IA a tous les jugements de données du monde. Et à partir d'une simple requête, l'IA peut vous produire une réponse adéquate, correspondante à ce que vous cherchez. Donc, cette capacité, ça, c'est une menace. C'est une menace pour tout le monde, c'est une menace pour notre vie privée, etc. L'IA également facilite l'usurpation d'identité. Parce qu'en exploitant les données, dans ces données, il y a nécessairement des données à caractère personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IA est en mesure de créer des leurres, comme elle le disait tout à l'heure, par rapport à cette soi-disant alerte. À un moment donné, il y a une facture qu'on doit payer, quelqu'un s'est passé pour le responsable financier ou bien même le directeur général et réclame des paiements. Et ça, l'IA est très fort pour le dessus, est très fort pour parvenir à cette pratique. L'IA également permet la généralisation de codes malveillants, parce que c'est la technique. L'IA est en mesure de faire ça. Aujourd'hui, avant, quand on était au bâtiment de l'IA, tout court, de l'IA traditionnelle, quand vous recevez un mail, notamment les mails des spams, il y avait des fautes de grammaire, d'orthographe, il y avait la syntaxe ne suivait pas. Mais aujourd'hui, avec l'IA génératif, vous avez un texte parfait, zéro faute, et qui correspond à la réalité, très convaincant. Donc, et ça peut induire en erreur n'importe qui. Dernier exemple que je voulais citer également, qui est facilité par l'IA, parce qu'il y a quelques années, pour devenir hacker, soit on s'auto-formait, ce qui était très difficile, soit on allait dans certains pays où il y a des écoles spécialisées. Mais aujourd'hui, c'est l'auto-formation des hackers grâce à l'IA. De chez soi, on a tout l'appui nécessaire. Parfois même, on a un tuteur, un mentor qui t'enseigne comment être vraiment, comment se perfectionner et devenir un hacker de niveau mondial. Donc là, j'ai cité quelques exemples de menaces qui existent, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a énormément. Énormément, il y en a beaucoup. Maintenant, par rapport à la réglementation aujourd'hui au Sénégal, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu une disposition relative visant à encadrer l'IA. Récemment, on a eu un atelier sur la mise à jour du projet de loi sur les données personnelles. On a introduit 1 ou 2 dispositions relatives à l'IA, mais de manière générique, de manière générale, où on cherche vraiment à impacter l'IA, notamment en exigeant qu'il y ait un rapprochement au niveau de la CDP. Mais pour l'instant, c'est ça que nous avons. Mais ne vous inquiétez pas, nos textes, les textes de 2008 peuvent s'appliquer parce que ça s'applique sur des usages et non pas sur une technologie. Donc, il y a cette neutralité technologique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir incriminer quelqu'un sur la base des textes de 2008. Voilà ce que je voulais répondre. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Lo. Et ça m'amène à une question. Du coup, pour vous et pour Monsieur Kandé, quelles sont les recommandations que vous avez juste là, du coup, à chaud par rapport à ces menaces à tout un chacun? Est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon,
Dans mon niveau, je pense que je vais rebondir un peu sur les pertinents des explications que Dr. Lo nous a données. Je pense qu'il existe vraiment différents types de menaces cyber. Donc, même si moi, je ne vais pas viser seulement l'aspect cybercrime, parce on pourrait partir sur de la cybercriminalité du cyberespionnage. Donc là, ce sont des informations qui sont stratégiques et qui sont volées. Donc ce qui pourrait toucher carrément la vie privée des citoyens, ou bien qui pourrait même toucher le déroulement même de l'État. Donc aujourd'hui, avec l'actualité, on a vu ce qui s'est passé avec la guerre Israël-Palestine, où des gens ont fait péter des beepers. Donc il y a eu énormément de dégâts. Donc on pourrait parler aussi de cyberguerre dans ces cas-là. Donc ce sont aussi des types de cyberattaques qui sont là. Et il y aura forcément certains qui vont peut-être faire la combinaison de tout cela, donc l'aspect cybercriminalité, l'aspect cyberespionnage, bien sûr. Et Dr. Lo a bien fait de souligner actuellement que la loi de 2008, même si ne cible pas forcément l'intelligence artificielle, mais si on se rabaisse un peu, on verra que l'IA, c'est quoi? C'est la collecte d'une masse de données, c'est le traitement de ces données-là à travers l'entraînement des modèles, ainsi de suite, et le partage peut-être de ces données-là à travers de l'IA générative. Et pourtant, l'aspect collecte, traitement et partage est géré par la loi de Mur. Donc, ce qui fait que peut-être qu'ils étaient très intelligents à cette époque pour ne pas cibler une technologie spécifique, mais de cibler, voilà, de cibler des choses qui sont au bas niveau et permettre de prendre en considération beaucoup de choses. Maintenant, pour revenir aux recommandations, je pense pour le moment au Sénégal ou bien en Afrique, je dirais, c'est surtout de faire une veille, donc de s'informer de ce qui se passe dans les autres pays. Nous, on est dans les prémices de l'IA, vraiment début de l'IA. Donc, l'importance en ce mois-ci pour nous, c'est de se renseigner sur les pratiques, sur des choses qui se font et toujours essayer d'être à jour. Parce que du jour au lendemain, on voit des modèles qui sont déployés, de nouvelles types d'attaques maintenant qui sont là. Je peux donner le cas de Binance, je pense que nous tous, on l'a su, c'était en 2023. Donc, des gars ont utilisé une combinaison de deepfake, vidéo et audio, pour simuler une réunion avec le directeur financier. Donc, ce qui a conduit à un détournement de 25 millions de dollars. Vous voyez un peu l'impact que ça a fait pour l'entreprise. Et maintenant, quelles sont les conséquences pour l'organisation? On peut les classer par différents. Il y a déjà l'image de l'entreprise, donc qui est impactée. Mais il y a l'aspect financier. On voit que Binance a perdu 25 millions de dollars. Donc, il y a l'aspect financier de l'entreprise qui est impacté. Après, il y a le cadre juridique. Donc, s'il y a des poursuites pour l'entreprise. Donc, la meilleure manière de se préparer, en tout cas pour le moment, à cette ère d'IA, c'est de s'informer et surtout de faire une veille sur tout ce qui se passe autour de l'IA. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ben, je pense que être conscient déjà des menaces, c'est un grand step de l'avant. Donc, être conscient qu'il y a des contenus faux qui peuvent traîner, c'est déjà une partie de ce travail. Donc, pour vous, pour tout un chacun, pour les gens qui sont dans le chat, et ben, sachez que
il ne faut pas croire au final à tout ce que vous allez voir, que ce soit un mail, que ce soit une vidéo, que ce soit une photo. Et en fait, ayez toujours un esprit critique en vous demandant est-ce que c'est réel et à qui est-ce que je peux communiquer pour être sûr. Donc, quand j'ai un doute, que du coup, ce que j'ai vu est réel. Et en fait, quand je dois prendre une action aussi, que ce soit débloquer de l'argent, que ce soit alors cliquer même du coup quelque part, parce que parfois, en cliquant sur un lien, on peut compromettre tout le réseau, avoir du coup tout son réseau bloqué et avoir du coup à la suite de la part des hackers des demandes de rançon par exemple. Alors, comment du coup, vraiment, je peux un peu plus prendre mon temps quand je suis incitée un peu dans l'urgence et en fait vérifier d'abord. Donc voilà, donc mon message, c'est vérifier d'abord. Après, mon message aussi, ça va être, n'hésitez pas à utiliser l'IA parce que du coup, si vous l'utilisez, vous allez un peu comprendre et en fait pouvoir détecter que du coup, que ceci est une IA parce qu'en fait, il y a un peu des petits signaux qui ne trompent pas. Mais ces signaux s'adaptent dans le temps. Donc, bon, n'hésitez pas à aller les utiliser. Et en fait, n'oubliez pas que l'IA est un outil. Et du coup, comme tout outil, on peut l'utiliser pour le bien comme pour le mal. Donc, en fait, sachez qu'il y a le mal, effectivement, qui existe, mais en fait, utilisez-le aussi pour le bien. Du coup, je pense que sur cette partie-là, on a bien avancé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais rajouter, Madame Touré, je voulais rajouter Oui, allez-y. Sur l'importance de disposer ou d'avoir des réponses adéquates pour atténuer les risques. Que cette séance est une illustration pour une entreprise, former le personnel. Tout à fait. Les entreprises prennent l'habitude vraiment, prennent l'initiative de sensibiliser le personnel par rapport à l'IA et ses conséquences. La deuxième recommandation, c'est que vous l'avez dit tous les deux, c'est rester à l'affût. Pour être au courant des dernières menaces et vulnérabilités liées à l'IA. Ça, c'est très important. C'est pourquoi dans nos entreprises aujourd'hui, il faut qu'on ait l'habitude d'avoir des services de veille. On ne peut plus se contenter de rester dans notre confort, pensant que les choses sont à l'état, alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Pour une entreprise, il est nécessaire également de mettre en place des stratégies d'utilisation de l'IA. Chaque entreprise doit identifier le domaine de l'entreprise dans lesquels la génération IA est utilisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est porte ouverte, tout le monde fait comme bon lui semble. Il y a un encadrement à faire, quitte à même modifier les règlements intérieurs de la boîte ou bien une charte informatique de l'entreprise. Et enfin, vous l'avez si bien dit, c'est se conformer aux réglementations existantes. Aujourd'hui, celui qui arrive à travers l'IA à partir du Sénégal, ou bien même à partir de l'extérieur, mais avec une victime sénégalaise, à arnaquer quelqu'un, il y a de fortes chances que le code pénal vous soit appliqué. Donc, tout ça à prendre en compte, vraiment, c'est un tout. L'IA, c'est du nouveau. On ne doit pas avoir peur aussi de l'IA, comme vous l'avez si bien dit. Merci. Eh bien, alors, pour ajouter un point sur ce que vous avez dit en premier, donc sur la formation, je pense que aussi chaque structure, chaque entreprise devrait, dans sa stratégie, eh bien, adopter des formations annuelles obligatoires, même parfois, parce que du coup, ces aspects cybersécurité, c'est quelque chose qui ne doit pas laisser, en fait, qui ne doit pas être laissé alors au bon vouloir de chaque employé. Du coup, l'entreprise, par exemple, Gagné 2000 pourrait venir dire, alors moi, du coup, chaque année, il y a cette formation-là en cybersécurité que tous les employés, en fait, doivent prendre. Et puis, bon, moi, j'ai eu quelques-unes de ces formations. En tant qu'employé, parfois, quand on les voit, on se dit, ah là là, oui, je dois faire ça, c'est obligatoire.
voilà, bon, j'ai d'autres choses à faire, mais une fois qu'on les fait en tant qu'employé, on se sent toujours bien, on a appris beaucoup de choses, comme on est en train de l'apprendre là. Et pour l'entreprise, c'est aussi réduire un peu les risques d'attaque. Donc, effectivement, je pense que c'est des choses qui sont très intéressantes et puis très importantes que chaque structure devrait faire. Et des structures comme Database sont justement là pour ça, pour sensibiliser en fait sur la technologie, pouvoir cadrer un peu leur utilisation et montrer aux gens comment bien les utiliser et comment détecter en fait les utilisations un peu malicieuses. Du coup, ce point-là dit, alors, je vous propose du coup de passer un peu à des questions-réponses. Donc, sur le chat aussi, n'hésitez pas. Alors, Bakary, Badji, n'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat, du coup, à nous en parler, à nous les partager. Et on avait une question pour Monsieur Diouf qui est malheureusement pas présent, mais du coup, peut-être que Bakary, tu as reçu alors sa réponse. La question qu'on voulait lui poser, c'était dans le cadre notamment du développement des systèmes douaniers, des guichets uniques, par exemple, quelles failles l'IA générative pourrait exploiter pour compromettre la sécurité des données de ces systèmes-là, qui sont des systèmes de l'État et des systèmes qui sont assez sensibles. Voilà, on n'a pas envie, notamment, que tout le système des douaniers tombe, par exemple. Et du coup, alors, quelles sont un peu les menaces qu'il voit dans ce domaine et quelles actions, en fait, sont prises en compte pour un peu limiter les risques à ce niveau? Malheureusement, non, hein. N'avons pas réussi à Ah, c'est dommage. Uh-huh. avoir une réponse venant de lui. Donc, comme je D'accord. dis, décalage horaire Mhm. qui ne joue Ou- pas en sa ouais. faveur. Mhm. Donc, ouais, mais Mhm. je crois que nous avons aussi parmi nous hein, des experts Tout à fait, avec qui ouais. nous cheminons pendant longtemps. C'est en même temps des partenaires de Gaïndé 2000, Docteur Lo et M. Mhm. Kandé. Je crois aussi ils peuvent nous partager leurs expériences par rapport au métier de Gaïndé 2000 concernant l'IA générative. Voilà, Il y a aussi monsieur Condé, du coup, je Seydou pense. Bokariad qui lève la main. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Et j'ai cru aussi comprendre que du coup, Monsieur Kandé, que vous travaillez aussi avec le Sénégal numérique, c'est ça? Non, bon, non, 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 non. De... Ah, désolé, du coup, là, on n'a pas entendu, tout le monde était en mute. Donc, Ah, vérifiez ok. votre Alors, micro. je disais pas au niveau d'opérationnel, mais plutôt sur certains projets au niveau stratégique. Tout à fait, je vois. OK. 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 Eh bien, n'hésitez pas, donc, dans le chat, du coup, Monsieur Badji, voilà, donc, on peut ouvrir un peu le micro à l'intervenant qui veut notamment donner des points sur cette partie. Mais sinon aussi, eh ben, Monsieur Diouf, quand il aura Il peut le temps. intervenir. Ouais, Seydou ouais. Bokar Yad. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. c'est Bonjour, chers intervenants. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense que le thème a été bien abordé et que pas mal de points ont été soulevés, notamment qu'est-ce que l'IA et comment l'IA interagit avec nous. J'avais juste quelques questions pour notre expert en droit numérique et un de mes anciens, je dirais, parrains, Kandé, avec qui on a passé de belles années. Donc, j'aimerais quand même poser deux, trois questions. Des questions en fait qui se rapportent plutôt au contexte du Sénégal, puisque aujourd'hui, nous pouvons noter l'arrivée massive de l'IA Mhm. dans notre vie, dans notre quotidien. Et l'approche en fait des Occidentaux sur ce point est beaucoup plus, je dirais, opaque que la nôtre, puisque pas mal d'innovations en fait aujourd'hui
dans leur domaine, en fait, dans leur région, sont contrôlés et on voit une transparence très évidente de ces innovations. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on peut voir que ChatGPT a été bloqué, je pense, en Italie je pense, c'était lié à la vérification de l'âge. Aujourd'hui, est-ce que ChatGPT a le droit de collecter des données personnelles d'un mineur sans pour autant faire des vérifications d'âge? On peut aussi voir aussi, je pense, ça a été en Europe, le blocage sur les véhicules de Tesla à cause des caméras embarquées parce que je pense que la firme n'a pas été très transparent dans l'utilisation des caméras embarquées au niveau de ces véhicules électriques. Et malheureusement pour nous, ces usages font partie de notre quotidien. C'est-à-dire que les voitures, on peut voir des Tesla au Sénégal, même des voitures chinoises aujourd'hui sont importées au Sénégal avec toutes ces technologies. Puisque avant, si je peux l'expliquer comme ça, avant, en fait, la technologie, elle arrivait un peu en retard chez nous. Donc, elle avait le temps de mûrir et d'être vraiment à son apogée avant d'arriver chez nous. Mais aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que la technologie, je ne dirais pas qu'on est en avance, mais on est presque aligné avec l'Occident, les Occidentaux, en fait. C'est-à-dire que ChatGPT a été créé une semaine après, tout le monde a accès, que ce soit Sénégal, Europe, tout le monde a accès. Aujourd'hui, je donne un autre exemple, Apple Intelligence, c'est l'intelligence d'Apple, est aujourd'hui régulée aux États-Unis, mais n'est toujours pas autorisée en France, par exemple. Mais aujourd'hui, je suppose que l'Apple Intelligence peut être disponible au Sénégal sans pour autant être régulé, c'est-à-dire que sans pour autant qu'il y ait des vérifications qui ont été faites en amont. Donc, ma question pour nos experts, M. Lo et M. Kande, c'est en fait, quelles sont les prédispositions qui ont été prises ou qui vont être prises pour un peu réguler, en tout cas, ces innovations qui viennent de l'autre côté, dont nous n'avons pas de visuel, en fait, c'est-à-dire que nous ne savons pas réellement si la voiture de Mouche Kande avec 36 caméras, 10 à l'extérieur, 20 à l'intérieur, est-ce que ces images-là restent au Sénégal ou ces images sont exploitées en vue de collecte de données? Et qu'est-ce qui s'en découle en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on sera exposé ici 100 000 véhicules chinois roulent à Dakar? Est-ce que les Chinois auront accès à tous les coins de Dakar? Est-ce qu'aujourd'hui, ces vidéos vont être sécurisées pour nous? Donc, c'était ça ma question et je vous remercie de l'attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Seydou. Du coup, je vais laisser M. Lo et M. Kandé apporter une réponse. Merci beaucoup, Madame Touré. Merci beaucoup, M. Andé. Je crois que vous avez touché là le point sensible, ou bien même les limites des pays africains par rapport à l'invention de ces technologies. La différence, c'est qu'en Europe, quand il y a une technologie qui apparaît, qui commence à être utilisée, dans la semaine qui suit, il y a un projet de loi qui est prêt, discuté à l'Assemblée, voté pour prendre en compte cette technologie. En Afrique, le processus législatif est très lent, très lent. Ça traîne toujours. La technologie a toujours de l'avance sur la réponse législative. Par conséquent, pour être franche, il n'y a pas de prédisposition par rapport à l'arrivée de toutes ces technologies. Il n'y a pas de texte aujourd'hui qui régule au cas par cas toutes ces technologies-là. Mais comme je le disais aussi, il n'y a pas de vide juridique. Nous, les juristes, pas cette expression vide juridique parce qu'il n'y a jamais de vide juridique. On trouvera toujours un texte à appliquer à telle ou telle situation. Mais l'idéal aurait été d'avoir vraiment un texte, non pas sur une technologie, mais sur les usages de manière générale. Il faut éviter d'avoir un texte parce que sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Ça, c'est l'option des Européens. Chaque technologie, un texte. Chez nous, c'est le contraire. On ne peut pas avoir un texte pour chaque technologie. Nous, on cherche à réguler les usages qui sont faits à partir d'une technologie. Comme je disais tout à l'heure par rapport
autant de mûrir des technologies. C'est vrai, avant, les technologies arrivaient chez nous tardivement. Mais maintenant, c'est le lendemain ou même le jour même, nous sommes en train de consommer ces technologies. On est des consommateurs de technologies créées par d'autres. Donc, on ne peut faire que courir derrière pour réguler après. Donc voilà, donc, M. André, donc c'est ça que je voulais dire. On n'a pas de texte pour toutes ces technologies. Et ce n'est pas demain la veille qu'on aura un texte. Parfois même, il y a une technologie qu'on ne régulera jamais. Quand je dis qu'on ne régulera jamais, ça il n'y aura pas un texte dédié à cette technologie. Ce qui est le cas aujourd'hui avec WhatsApp, par exemple. Généralisé au Sénégal, tout le monde l'utilise, mais il n'y a pas de texte en la matière. On essaie de réguler les conséquences de l'utilisation du WhatsApp, mais en tant que tel, non. Ce qui laisse des échappatoires, le lieu d'hébergement des données, l'exploitation ultérieure des données, etc., etc. Donc ça, on a encore des pans qui nous échappent, juridiquement. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lo. Et du coup, Monsieur Kandé, juste avant d'avoir votre réponse, il y a peut-être un ajout que je pourrais faire à cette réponse-là, très pertinente de Monsieur Lo. Alors, il y a le modèle européen, il y a le modèle un peu américain. Alors, le modèle européen de censure, notamment, qui est aussi un peu plus orienté sur la censure, je ne pense pas que ce soit ce qui est la meilleure chose aussi, en tout cas personnellement. Alors, protéger un peu sur les utilisations malicieuses est quelque chose qui est plus pertinent et maintenable pour ne pas avoir à chaque fois effectivement à changer la loi. Et puis, en fait, il faut aussi garder en tête que même si les changements, les technologies font peur parce que du coup, c'est du changement, voilà, ça change nos habitudes, on ne peut pas arrêter le progrès. Et du coup, il faut, je pense que l'effort qui est à faire, c'est de donner toutes les informations à tout un chacun. Donc, quand il y a des nouvelles technologies, quand il y a des voitures autonomes, alors les personnes, du coup, et des autorités devraient en parler, devraient mener déjà cette réflexion comme on l'a fait là, sur du coup quelles pourraient être en fait les utilisations qui sont frauduleuses, malicieuses, afin de prévenir les gens. Et aussi, tout un chacun, il faut aussi qu'on soit responsable du coup et qu'on soit conscient du potentiel et qu'on essaie aussi de l'anticiper pour l'utiliser au mieux. Par exemple, un exemple est en fait sur ChatGPT, si j'ai mes données de clients avec le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc., et que j'ai la version gratuite, et en fait de ne pas mettre ces informations-là dedans parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Et en plus, c'est une version gratuite. Donc, bon, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est ça qu'on dit d'habitude. Et du coup, alors l'entreprise, quand c'est gratuit, ne garantit pas que, attention, les informations que vous mettez ici ne pourront pas être réutilisées. Quand on paie et qu'on signe un peu un contrat, il y a un peu plus ces éléments-là qui sont vus dans le détail. Donc voilà, pour donner un peu une petite contribution. Et du coup, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Kandé, qui je suis sûre aussi voilà, a des points sur ce sujet. Bon, effectivement, je pense que l'essentiel, vous l'avez dit, vous et le docteur Le, je pense que M. Yad, il a dit une chose qui est très importante à mon niveau, c'est qu'on est quand même à une période où je dirais, on a donné un top de départ encore pour tout le monde. Donc, avec l'apparition de cette IA générative, c'est-à-dire ça a surpris tout le monde. Donc, on est à un niveau où pratiquement les pays sont presque au même niveau. Côté réglementation, côté structure et tout.
Donc, pour moi, la meilleure manière de se protéger ou bien d'adopter ces outils-là, c'est déjà de féliciter peut-être les réflexions qui sont faites, c'est-à-dire l'élaboration de ces stratégies nationales de l'IA. Et la volonté de réactualiser ce cadre légal, c'est-à-dire la loi sur la protection des données à caractère personnel. Je pense déjà ce sont des initiatives à saluer qui peut-être en s'inspirant de l'AI Act de l'Union européenne ou bien de certaines normes qui sont définies au niveau international, de s'inspirer sur ces normes-là et de les intégrer à notre cadre réglementaire. Cela pourrait peut-être contribuer à mieux réguler et à mieux peut-être freiner certaines technologies qui ne sont pas peut-être conformes à nos usages, mais qui ne sont pas conformes à notre culture ou bien à notre façon de fonctionner. Donc, il serait quand même très important aussi, je pense, de développer des partenariats avec d'autres pays. Aujourd'hui, la CDP est membre de l'AFAPTP, c'est-à-dire les autorités françaises de protection des données à caractère personnel. Donc, ces partenariats internationaux pourront permettre des échanges et d'établir des cadres, peut-être pour d'harmoniser la réglementation, pas seulement au niveau national, mais au niveau régional, peut-être l'Union européenne ou bien la CEDEAO, c'est-à-dire d'harmoniser cette réglementation-là pour que ces technologie-là, lorsqu'elle pénètre en Afrique, qu'on puisse avoir une mainmise dessus et peut-être qu'on puisse avoir une puissance plus grande. Peut-être Sénégal versus une entreprise d'Apple, bon, c'est truc, mais si aujourd'hui la CEDEAO ou bien l'Union africaine versus Apple, peut-être ça pourrait avoir un impact beaucoup plus pertinent. Après, il y a tout le temps le renforcement de capacité au niveau national, parce que quand on dépend des technologies, on va tout le temps subir, c'est-à-dire on va tout le temps être des consommateurs. Donc, il faut aussi que l'État ou bien que l'État puisse accompagner les startups, que puisse accompagner les entreprises, leur donner certains accès. Par exemple, le data center de Diamniadio, le centre de calcul, on a besoin d'entraîner des modèles qui consomment en puissance, mais on n'a pas de ressources en interne qui, au niveau national, qui nous permet de faire ça. Les ressources sont là, mais l'accès, comment les startups peuvent accéder à ces ressources-là. Donc, de faciliter cela afin de pouvoir faire de sorte que ces innovations-là puissent être créées aussi au niveau national et qu'on puisse avoir cette souveraineté, entre guillemets, numérique qu'on veut. Totalement, totalement. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Condé, Monsieur Lo, pour ces réponses. Et du coup, c'est une question qui est assez proche, du coup, de Monsieur Lo, la question que j'avais particulièrement pour vous. Donc, en tant qu'expert en droit d'éthique, mais aussi, Monsieur, la protection des données personnelles, on a commencé un peu à en parler, mais du coup, pour rentrer un peu plus dans le fond, donc, qu'est-ce qui se passe si, en fait, mes données personnel sur WhatsApp, par exemple, mon nom, prénom, photo, date de naissance, numéro de téléphone sont exploités par cette entreprise sans mon accord et que du coup, j'en ai les preuves. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la justice sénégalaise me protège dans ces cas-là? Merci beaucoup. Merci à l'auteur de cette question. Je commencerai par faire un peu de promo. J'ai publié cette semaine un ouvrage sur la protection des données personnelles en Afrique. Et là, j'ai mis dans cet ouvrage, contrairement au premier, les limites de la réglementation et de la régulation des données en Afrique. Ça me ramène, ça tombe pile poil par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vos données personnelles ou les données de votre entreprise, je ne parle pas de données personnelles des entreprises, hein, parce que pour moi,
ça n'existe pas. Mais je parle de données personnelles pour les individus, autres données pour les entreprises, que ces données soient exploitées à votre insu. La première chose à faire, c'est de pouvoir prouver que vos données sont exploitées. Une fois que c'est fait, si vous êtes une personne physique, vous avez deux choix. Soit aller devant la CDP, porter plainte, soit chez le procureur. L'un n'exclut pas l'autre. Parce que le procureur, en tant que gardien de liberté, a l'obligation de recevoir votre plainte et de la traiter. Mais comme vous le savez, notamment si c'est le cas au Sénégal, il y a une lenteur à accuser. Ça ne va pas aller très vite. À un moment donné, vous êtes obligé de prendre un avocat, ça peut traîner. C'est pourquoi nous recommandons d'aller vers la CDP. La CDP est beaucoup plus flexible. La CDP peut tout de suite envoyer une demande d'explication à l'entreprise si vous arrivez à l'identifier. Et ça se fait presque tous les jours. Dès l'instant qu'il y a une plainte au niveau de la CDP rédige une demande d'explication à l'entreprise accusée et que l'entreprise a un délai de répondre. Parfois même, la CDP convoque les dirigeants de l'entreprise et les met en demeure de supprimer ou d'effacer les données de la personne concernée. La CDP peut aller même jusqu'à prononcer une sanction. Donc, vous voyez, la procédure au niveau de la CDP est beaucoup plus huilée et beaucoup plus rapide. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Maintenant, la question, le prolongement de cette question, c'est quid maintenant des données qui se trouvent à l'étranger. Par exemple, sur Facebook ou bien sur une autre plateforme. Là aussi, la CDP a son rôle à jouer. Comme l'a dit tout à l'heure M. Kanté, la CDP fait partie d'un réseau des régulateurs africains et international à travers l'AFABDP, qui est une association des autorités francophones de protection des données personnelles, où il y a les Canadiens, il y a les Belges, Monaco, etc., etc. Il y a beaucoup de pays qui parlent français qui sont... Donc la CDP peut appuyer sur ce cadre de coopération pour obtenir gain de cause. Mais par contre, si les données se trouvent dans un pays où il n'y a pas la possibilité d'intervention de la CDP, et là, on retombe maintenant sur des classiques. Maintenant, c'est le droit commun qui va s'appliquer via les affaires étrangères, etc., etc. Donc, il y a tout un process avant vraiment de pouvoir sanctionner l'auteur des actes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la protection, elle est là. L'appui de la CDP est là. Le Sénégal est victime dans la manipulation de ces données, n'est pas seul, n'est pas abandonné. Il suffit seulement qu'ils prennent certaines mesures et se rapprochent des autorités pour être accompagnés et obtenir gain de cause. Voilà ce que je voulais dire. Je laisse Kandé compléter. Mais rassurez-vous, les Sénégalais vraiment ont le soutien qu'il faut pour veiller à la protection de leurs données. Et à forte raison si la société est sur le territoire national. Merci beaucoup. Oui, merci, docteur. Je pense que c'est très difficile et compliqué d'ajouter des choses à la suite de votre intervention. Ça couvre énormément de choses. Peut-être revenir au niveau opérationnel, c'est-à-dire les pratiques de tous les jours. Donc, comme docteur il l'a souligné, la CDP reçoit énormément de plaintes de ce genre-là. Et ce qui facilite notre travail, c'est qu'on a des correspondants à Meta. Par exemple, aujourd'hui, on peut demander à Meta de faire effacer des données qui sont sur Facebook. Donc, et le temps que cela prend est très rapide. Donc, la CDP aussi, je donne l'exemple peut-être de Nyankou, je le dis, Nyankou, on a tous suivi peut-être sur TikTok, bien sûr, sur certains journaux, qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Donc, il y a eu des journalistes qui se sont rendus chez lui, filmer la personne était en train de dire, voilà, je souffrais de telle chose, de telle chose, de telle chose, de telle chose. Et ça, la CDP a saisi le correct. Donc, correct, c'est le Conseil pour l'observation des règles éthiques
et déontologie dans les médias pour faire supprimer l'ensemble des articles qui ont parlé de ça et de demander aux responsables de cette chaîne-là de supprimer ces séquences où la personne étalait sa vie privée médicale. Donc, ce sont des actions très urgentes que la CDP peut faire. Au-delà de ça aussi, on est en partenariat avec la division spéciale cybercriminalité. Donc, quand on reçoit une plainte et que celle-ci demande des enquêtes ou bien dépasse un peu notre cadre de compétences, on peut directement saisir la DC, le soumettre le dossier. Et d'habitude, vraiment, la DC nous assiste et traite avec diligence l'ensemble des requêtes qu'on a eu à envoyer. Donc, au-delà de tous ces aspects que l'expert Dr Mohamed Lo a souligné, donc de manière pratique de tous les jours, la CDP est vraiment là et accompagne presque chaque jour les personnes qui sont victimes de collecte ou bien de partage de leurs données sans pourtant qu'ils aient donné leur consentement. Super, super. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, comment faire pour aller voir la CDP, justement? Alors, pour saisir la CDP, il y a trois canaux. Il y a le numéro de la CDP. Vous pouvez appeler sur le numéro. Il y a aussi, vous pouvez aussi vous rendre sur le site ccdp.sn. Donc, il y a une partie où on peut déposer, soumettre des plaintes ou bien des signalements. Maintenant, ce qu'on conseille, c'est que, parce que des fois, quand même, on reçoit des données qui sont assez sensibles, des personnes qui sont filmées à leur insu ou bien des personnes qu'on a envoyé leurs vidéos et on demande de payer, sinon on va pas partager tes vidéos. Et ce sont des vidéos qui sont assez très sensibles. Donc, ce qu'on recommande, c'est que dans ces genres de cas-là, c'est de venir directement à la CDP. Nous avons une division qui est spécialement conçue pour ça, qui va vous assister. Donc les canaux aussi Facebook, nos pages Facebook, LinkedIn et Twitter X, donc sont là aussi pour des cas de signalement qui ne sont pas assez sensibles. D'accord, d'accord, d'accord. Bien, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Et du coup, ça m'amène à la question que j'avais pour vous. Donc, dans cette nouvelle ère de l'IA générative, voilà, donc on parle de ChatGPT notamment, qui est très utilisé. Quelles sont les mesures que tout un chacun doit prendre pour protéger leurs données personnelles? Par rapport, suite à votre expérience, suite aux plaintes et aux demandes que vous avez, donc quelles sont en fait les recommandations que vous donnez aux gens? Alors, bon, la première recommandation, vous avez eu la gentillesse de dire ça, c'est de ne pas croire à tout ce qu'on voit sur le net. Donc, d'habitude, les gens, on les mène dans une situation où tu partages tes données sans pour autant savoir la finalité. Donc, c'est de s'informer de la finalité. Une personne te demande tes données. Pour quelle raison? Pour quelle raison cette personne-là utilise tes données? Ne pas se dire que, bon, de toute façon, c'est juste mon nom ou bien c'est juste mon numéro. Aujourd'hui, si on part d'un numéro très, très simple, à partir des techniques d'investigation aussi, open source intelligence, on peut retrouver énormément d'informations sur toi que tu avais peut-être pas partagé sur le net, sur Facebook, que tu avais même oublié. Donc, cette personne-là, à partir de cette information basique, peut retrouver pas mal d'informations concernant.
Et maintenant, avec l'utilisation de l'IA générative, à partir de toutes ces données-là, vous l'avez dit tantôt aujourd'hui, quelqu'un qui prend juste une capture de l'audio où je parle, même si l'IA va se dire que, attends, une personne qui parlait ainsi. Mais l'IA va permettre de générer des choses qui sont assez réalistes. Je donne l'exemple de HeyGen. HeyGen, c'est un outil, tu lui donnes une petite partie de toi où tu parles et tu lui donnes le script. HeyGen est capable de te générer cette vidéo-là. C'est toi qui parles, c'est toi qui gesticule. Donc, à part toi, il n'y a personne qui peut savoir que ce n'est pas toi. Donc, je pense qu'il faut être... Ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Ça s'écrit comment, du coup? HeyGen, H-E-Y-G-E-N. H-E-Y-G-E-N. D'accord, d'accord. Donc, Voilà. chers participants, gardez en tête un peu cet outil et puis voilà, allez voir ce qu'il fait pour vraiment, du coup, vous sensibiliser sur ça. Donc, après, je pense que, parce que je gère aussi la division de l'innovation, ce qui fait qu'on fait beaucoup de veille sur les choses qui se passent. Aujourd'hui, DARPA, je pense, c'est Defense Advanced Research Project Agency qui se trouve aux États-Unis, est en train de travailler sur des solutions de détection de deepfakes. Donc, des mécanismes qui permettent de valider l'authenticité d'un contenu qu'on vous envoie. Donc, ce sont des types d'innovations que le Sénégal et la Commission de protection des données personnelles pourraient s'inspirer, parce que lors de nos missions de contrôle, parce que pour chaque traitement qui est déposé au sein de la CDP devra faire une mission de contrôle pour contrôler ce traitement-là, que ce soit une application, que ce soit des vidéosurveillance, que n'importe quel traitement qui est déposé à la CDP se rendra sur site dans l'entreprise et contrôler ce traitement-là. Donc, ce sont ces outils-là peut-être qui vont nous permettre à long terme de pouvoir valider certains contenus, de pouvoir dire que est-ce que ces données-là ont été générées ou bien est-ce que ces données-là ce sont des données réelles. Donc, les conseils, c'est vraiment de s'informer de la finalité et ne pas partager n'importe quoi. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Condé, pour ces informations. Alors, on arrive bientôt à la fin du webinaire. Et du coup, avant de passer un peu à une session questions-réponses, j'ai quelques questions pour vous, notamment qu'est-ce que vous retenez si du coup toutes ces informations que vous avez, qu'on a partagées ici avec vous, vous a été utile, si vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble. Donc, n'hésitez pas dans le chat à réagir, à dire oui ou non, ou bien, bon, voilà, pas trop. Voilà, donc le webinaire est pour vous, n'hésitez pas. Et aussi, une question très importante, c'est est-ce que vous vous sentez maintenant mieux équipé, soit pour exploiter l'IA ou bien soit du coup dans le cadre général en fait de la cybersécurité, est-ce que vous avez reçu plus d'informations? Du coup, voilà, donc réagissez dans le chat et du coup partagez-nous en fait ce que du coup vous avez pensé. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions déjà sur le chat. Comment peut-on faire face au deepfake, sachant qu'on a démocratisé la désinformation? Donc là, du coup, voilà, il y a en fait, oui, alors quelques premières réponses qu'on a un peu données. Donc, faites attention, c'est difficile, ça va être de plus en plus difficile de démêler le faux du vrai. Mais sachez qu'aussi, il y a des outils
Donc, Monsieur Condé a donné notamment un exemple d'outil pour pouvoir détecter les deepfakes. Voilà. Et en fait, est-ce qu'il y avait des choses que vous auriez aimé voir? Donc là aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous en avez pensé. Ah, je suis en train de partager le CV de Monsieur Lo. Bon, je vais revenir ici. Hop. Alors, du coup, moi, j'ai un conseil pour vous. C'est que si vous avez trouvé les informations intéressantes, ne vous arrêtez pas là, d'accord? Votre choix, c'est vous arrêter là, partir avec ça, ou alors aller plus loin. Donc, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir comment l'utiliser, il faut savoir un peu s'acculturer et s'éduquer par rapport à la réalité. Voilà, on a une culture où du coup, eh ben, on apprend quand on va à l'école, quand on est en classe, et puis après, du coup, voilà, on pense que c'est fini. Il faut le continuer dans le temps, il faut continuer à apprendre dans le temps, notamment en fait sur les technologies qui vont très vite et puis on peut très vite en fait être déconnecté. Donc voilà, allez-y, apprenez. Eh bien, nous, DataBiz, en tant qu'experts dans la data, moi, j'ai travaillé pendant 8 ans, en fait, dans la data, mais dans la data science pour construire des IA dans énormément de données. Eh bien, des experts comme moi et comme d'autres se sont réunis pour mettre en place un cours qui est très accessible. Il est à 5 000 francs. Vous allez le voir sur notre site qui vous donne toutes les bases sur la data et sur l'IA, qui vous donne comment l'utiliser, qui vous donne un peu des éléments de pratique. Donc, on a parlé de ChatGPT, vous allez avoir des démos. On a parlé de Eleven Labs, vous aurez des démos, idéogrammes ou d'autres outils. Voilà, vous saurez exactement ce que ça donne. Vous allez même apprendre à créer une IA, en fait, et une IA générale de détection d'images ou de comportement. Vous aurez tous ces aspects-là. Donc, c'est très utile, ça va vous être très utile pour le long terme. Donc, surtout, n'hésitez pas, allez-y. Et pour des plus grandes structures, donc, on propose des packages alors de formation en fait aux employés du coup d'une structure. Donc, n'hésitez pas, allez voir un peu notre site academy.databiz.com. Vous pouvez aussi scanner ce QR code. Et en fait, si j'ai un conseil pour vous, voilà, faites vraiment cette formation pour avoir toutes les bases et pour aussi savoir alors un peu l'esprit critique que vous devez avoir au final, comment en fait la gagner assez facilement. Voilà. Étant donné que vous allez tout démystifier de la data et de l'IA, vous saurez plus facilement vous rendre compte de qu'est-ce qui, alors, je peux faire confiance à quoi au final. Donc, c'est mon conseil pour vous aujourd'hui. Et du coup, si vous voulez aussi savoir, est-ce que vous en savez assez, on a du coup quelques quiz gratuits. Allez les faire. Voilà, ça va un peu vous permettre en fait, d'évaluer un peu au final votre niveau. D'accord? Et du coup, voilà, donc c'est quelque chose qui pourra vous encourager potentiellement à aller plus loin. Si vous voyez que votre niveau, notamment, est faible, et allez-y. Si du coup, ces questions-là vous perturbent un peu et que vous avez envie d'en savoir plus, allez-y. Du coup, on arrive là à la fin de notre webinaire. Du coup, Monsieur Condé, Monsieur Lo, est-ce que vous avez alors un mot de la fin à nous partager? Et merci beaucoup, Madame Touré. Merci également pour cette bonne tenue de ce webinaire. En tout cas, je remercie tous les collègues qui sont connectés. J'ai vu que il y a plus de 90 personnes. Ça montre l'intérêt de ce débat parce que d'habitude, avec ces webinaires, au début, vous avez 100 personnes, à la fin, il ne nous reste que 20. Mais aujourd'hui, je conseille que tout le monde est resté parce que c'est quelque chose qui les interpelle, qui nous interpelle tous, y compris nos enfants, surtout nos enfants. Tout à fait, totalement. On a raison vraiment de s'intéresser à ça.
Ce que je dirais simplement, c'est gardons la tête froide. Il ne faut pas qu'on se panique. D'habitude, toute nouvelle technologie est souvent une épée à double tranchant. Ça, c'est toujours le cas. Donc, pour une structure comme Gaïndé 2000, c'est d'adopter des pratiques sécuritaires robustes pour faire face aux menaces, mais également de promouvoir une utilisation responsable, éthique de l'IA générative, de l'IA traditionnelle, mais maintenant de l'IA générative. Je crois que si on a cette démarche prudente, on peut vraiment utiliser l'IA et tout comme les autres technologies qui viendront derrière, sans trop de soucis. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci à Gaïndé 2000 de m'avoir associé à ça. Merci à Kandé pour ses explications et son apport. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Lo. Monsieur Condé. Ouais, merci à vous. Je tiens encore une fois à remercier Gary Demir, à vous remercier aussi pour ce webinaire qui est hyper important pour tout le monde. Je pense que nous aussi, en tant qu'autorité de protection des données, vraiment, nous sommes particulièrement préoccupés par ces capacités d'IA générative sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, à partir de l'IA générative, on peut faire la réidentification des données anonymisées. Donc, vous savez que dans les pratiques, par exemple, lors des transferts de fichiers, on suggère et on recommande aux responsables de traitement d'essayer d'anonymiser les données qui sont transférées. Mais aujourd'hui, l'IA générative peut recouper ces données-là et permettre la réidentification des individus, ce qui est un sujet très préoccupant pour nous. Et surtout, cette capacité aussi à déduire des informations sensibles à l'analyse comportementale des personnes. Donc, il est important que des structures comme Gaïndé 2000 aussi mettre en place peut-être des outils de défense. Aujourd'hui, on parle de malware as services, mais on doit avoir peut-être des kits qui vont permettre aux entreprises voilà, d'utiliser ces outils de protection comme un software à services. Une utilisation très simple qui nous permet aujourd'hui de mettre en place des règles robustes et un réseau robuste qui nous permettra de nous protéger contre certains aspects. Et peut-être le mot de truc pour conclure, c'est que nous sommes à un moment de l'histoire maintenant de la cyber où l'IA est comparable peut-être à l'énergie nucléaire. C'est-à-dire c'est une technologie qui est hyper puissante et qui peut être utilisée pour le meilleur et comme pour le pire. Donc, notre rôle, nous, en tant qu'experts régulateurs entreprises, c'est ne pas craindre cette technologie-là, comme l'a dit le docteur, mais d'essayer de la comprendre et de l'utiliser d'une manière responsable pour renforcer nos défenses. Donc, je pense que la meilleure défense n'est pas un mur qu'on élève plus haut, mais c'est d'avoir un système qui est très intelligent. Totalement, totalement. Bien, merci beaucoup, Monsieur Condé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lo. Alors, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup aussi, Monsieur Badji. Bon, mais c'est moi qui vous remercie. D'abord pour le timing qui était très court, surtout à vous, Madame Touré. Le timing était trop court pour vraiment vous faire accepter de collaborer, de pouvoir modérer ce webinaire. Donc ça, je vous remercie pour cela. Et merci à Dr. Lo. Voilà, donc je crois que personnellement, c'est la première fois que nous travaillons en direct, mais bon, vous avez toujours été un partenaire de Gaïndé 2000 et
Voilà, M. Kandé aussi, c'est la deuxième année de suite que nous travaillons ensemble sur ce sujet, le cybermois. Donc, merci à vous, merci à toute l'équipe de la CDP aussi, qui est un partenaire fiable et disponible toujours à répondre à nos invitations, à nos interpellations. Et merci aussi à tous les participants. Donc, je crois que nous tous, nous avons bien entendu les exposés, les conseils que nous ont prodigués nos experts sur ce sujet qui est aussi préoccupant aujourd'hui dans la vie de tous les jours, surtout pour une entreprise comme la nôtre. Donc, j'espère que nous saurons euh, utiliser ces conseils-là à bon escient dans nos activités de tous les jours afin de minimiser, limiter les risques qui sont liés à l'IA, que nous ne pouvons pas aujourd'hui, comme ils l'ont dit, éviter, mais que nous pourrons intégrer dans nos activités, mais de façon très intelligente et très responsable. Voilà, donc je vous remercie pour votre engagement et votre disponibilité. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde, et à bientôt. Merci. Merci à vous, merci. Alors, Merci. je pense que j'avais rappelé juste une petite chose, c'est que j'ai commencé à lire un peu le livre de Dr. Lo, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme livre, très accessible. Donc, c'est pas un livre d'un juriste pour les juristes, donc c'est vraiment un livre que tout le monde peut lire et je le félicite pour ça aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci Kandé. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt. Comment est-ce qu'on Merci. pourrait avoir le livre du coup? Il est vendu où? Vous m'appelez, je vous enverrai quelqu'un pour vous apporter. D'accord, ça marche. Ok, super. Merci Ça beaucoup, marche. madame. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Alors, hein, non.